Bonjour à tous, c'est Aniki. Il y a 6 mois de cela sortait la vidéo sur le monde de One Piece. Cette dernière ayant beaucoup marqué les esprits, il est donc temps de faire une deuxième partie. Pour ce deuxième épisode, on va se pencher sur l'armement. En effet, au cours des nombreux chapitres qui composent One Piece, on a pu voir toute une panoplie d'armes, allant du simple pistolet jusqu'aux armes antiques. Et pour commencer ce nouvel épisode qui s'annonce riche en informations, on va commencer en parlant des fruits du démon. Bon, pour ces derniers, j'aurais pu faire une vidéo entière tellement il y a de choses à dire. Ainsi, pour éviter de se perdre, on va suivre le plan suivant. Les origines. Cette année, One Piece fête ses 20 ans et il faut bien avouer qu'à travers toutes ces années, ce dernier a énormément grandi. Mais pourtant, l'origine des fruits du démon reste encore un grand mystère. Tout ce qu'on sait sur ces derniers, c'est qu'il s'agit de fruits mystiques offrant des capacités spéciales et qu'une seule bouchée dans un de ces fruits permet d'obtenir le pouvoir le caractérisant et aussi éventuellement la malédiction des océans. Fait intéressant ou futile, les fruits en question possèdent un goût infect qui, selon certaines théories, laisserait penser que celui qui en mange a l'impression de se faire empoisonner. Concernant la malédiction des océans, comme je l'évoquais à l'instant, les utilisateurs des fruits du démon se retrouvent dans la capacité de nager dans la mer et coulent comme une enclume. Dans la première partie, je vous parlais du granit marin qui reproduit les effets de la mer. Ainsi, un détenteur de pouvoir en contact avec du granit marin se retrouve alors comme au contact de l'eau et se retrouve dans l'incapacité de se servir de ses pouvoirs. D'ailleurs, selon les légendes, les fruits seraient issus des démons des mers. Et il est assez important d'insister sur le mot légende puisque même au sein du monde de One Piece, les fruits du démon restent un grand mystère. On apprend ainsi que beaucoup de personnes pensent que ces derniers n'existent pas. On en trouve pourtant des centaines voire des milliers, notamment sur Grand Line. Il est important de noter que chaque fruit existe en un unique exemplaire, il ne peut exister deux fruits identiques. Ainsi, quand un utilisateur des fruits du démon meurt, son fruit se réincarne, ou du moins sa malédiction se propage au fruit se trouvant le plus proche, le transformant en fruit du démon. On peut par ailleurs en voir un parfait exemple avec le Sarasaranomi durant le chapitre 676. Au passage, il est impossible pour un être humain de consommer de fruits du démon sous peine de mort, la seule exception connue à ce jour étant Barbe Noire, type de fruit du démon. Bon, je dois vous avouer une chose, je suis pas fan du terme de type de fruit du démon, puisque si on regarde de plus près, on voit qu'il existe facilement une centaine de types de fruits du démon. On peut par exemple parler du Toritorinomi, une série de fruits permettant de voler. On y trouve le modèle aigle, le modèle faucon, mais aussi probablement le fruit du phénix de Marco, même si l'on ignore le nom de ce dernier. Pour un autre exemple, on peut citer le Inu Inu Nomi, dans lequel on connaît de nombreux modèles. Comme je le disais plus tôt, il existe des centaines de fruits du démon qu'on peut alors classer dans trois grandes familles, les Paramecia, les Zoan et les Logia. Les Paramecia correspondent aux fruits du démon qui permettent d'affecter son corps, manipuler l'environnement ou produire une substance quelconque. Ainsi, on comprend aisément que l'on peut séparer les Paramecia en trois sous-parties. Tout d'abord, les Paramecia corporels, ceux qui permettent à l'utilisateur de modifier leur corps d'une certaine manière. Ensuite, on trouve les Paramecia manipulateurs, ceux qui permettent à l'utilisateur d'influencer sur leur entourage ou sur leur environnement. Et enfin, les Paramecia productifs, ceux qui permettent à l'utilisateur de générer une matière ou un objet quelconque. Pour ce qui est des Zoan, ils permettent à leur utilisateur de se transformer en animal. Comme pour les Paramecia, on en trouve plusieurs sous-catégories. Les Zoan carnivores, bon, pas besoin d'entrer dans les détails, vous vous doutez de quoi il s'agit. Les Zoan antiques, qui correspondent aux bêtes antiques comme le fruit du dinosaure de X-Drake ou encore le fruit du mammouth. Et enfin, les Zoan mythiques, on n'en connaît que deux à l'heure actuelle, le fruit du phénix de Marco et celui du Bouddha de Sengoku. Et pour finir, on trouve les Logia, ils permettent à leur utilisateur de prendre la forme d'un élément naturel, de le produire et de le contrôler à volonté. Les Logias sont les plus forts et les plus rares des fruits du démon, leur pouvoir rendant quasiment invincible leur utilisateur. Cependant, il ne faut pas oublier que relation d'ordre. La relation d'ordre, c'est comme le principe du Shifumi, certains fruits battent ou annulent d'autres fruits. Bon, dans la théorie c'est joli, mais en réalité on ne peut réellement deviner comment les pouvoirs des fruits du démon réagiront face au pouvoir d'un autre fruit du démon. C'est pour ça qu'on se retrouve avec un Luffy et son pouvoir d'élasticité capable de neutraliser le gros Nomi des nerfs. Par ailleurs, on peut voir sur ce tableau, oui, j'aime beaucoup les tableaux, quelques exemples de cette relation d'ordre. On passe à la dernière partie des fruits du démon, l'éveil. L'éveil, c'est une partie qui reste encore peu connue à l'heure actuelle et pourtant c'est la plus cool. En effet, on remarque que les fruits du démon peuvent s'éveiller, même si l'on ignore comment. On dénote alors que les pouvoirs de l'utilisateur s'en retrouvent bien plus puissants et que de nouvelles capacités apparaissent. Pour les Zoan, les utilisateurs peuvent augmenter leur taille et devenir bien plus forts physiquement, comme on le voit avec les gardes démons d'Impel Down. Il semblerait d'ailleurs que Chopper soit également capable de s'éveiller, mais cela reste une théorie plus qu'un fait. Pour les Paramecia, on a des cas plus concrets, un seul pour être exact, celui de Doflamingo. On remarque alors que ces derniers sont capables de modifier l'environnement selon leur pouvoir. Ça laisse imaginer que pour l'éveil de Luffy, il pourrait rendre tout ce qu'il y a autour de lui élastique. Bon, j'avoue que dit comme ça pue un peu la merde, mais faisons confiance à Maître Oda. Et pour les Logia, aucune information à l'heure actuelle, seulement des théories notamment sur Crocodile et Ener. Pour les derniers faits à connaître sur les fruits du démon, cela concerne notamment Vegapunk qui a réussi à faire ingurgiter à des armes des fruits du démon.
comme on le voit avec Funk Fried, l'épée de Spandam capable de se transformer en éléphant. Et la dernière info cool à savoir, c'est que César Clown, l'ancien associé de Vegapunk, a réussi à créer de véritables fruits du démon artificiels nommés Smile, ce qui relance de nombreux débats sur l'origine des fruits du démon. Partie 2, les sabres. Ah, une partie que j'affectionne tout particulièrement dans One Piece. En effet, les sabres sont dans le monde de One Piece monnaie courante, on peut les diviser en deux grandes parties. Les Meito et les autres. Bon, ils ne se sont pas vraiment foulés là-dessus, mais faut bien avouer qu'on s'en branle un peu. Vous vous en doutez un peu, mais on va s'intéresser aux Meito. On les divise en 3 catégories. Tout d'abord, les 50 lames de qualité supérieure, les Ryo Wasamono. Ensuite viennent les 21 grands sabres, les O Wasamono. Et pour finir, les 12 sabres de premier rang, les Seito O Wasamono. Bon, pour ce qui est de ces derniers, il n'y a pas réellement grand chose à dire, on n'en connaît pas beaucoup, voire même très peu. On peut cependant noter que les Ryo Wasamono, soit les 50 lames de qualité supérieure, n'en restent pas indestructibles, comme on le voit avec le Yubashiri de Zoro, rouillé par un colonel lors du chapitre 426. Mais une partie qui reste importante à développer, c'est celle des sabres maudits de Kitetsu. Sur ce qu'on sait de Kitetsu, c'est qu'il s'agit d'un forgeron qui a créé une série de sabres maudits, puisqu'en effet, ces derniers sont ensorcelés et apportent la mort à ceux qui les manient. Petite info futile, la capacité de Kitetsu pour fabriquer des épées maudites serait une référence aux épées maudites créées par le forgeron japonais Muramasa Sengo. Il n'en existe que 3 au sein de cette série, le Nidai Kitetsu et le Sendai Kitetsu qui font partie des 21 grands sabres, tandis que le premier des 3, le Shodai Kitetsu, fait lui partie des 12 sabres de premier rang. Au passage, le Sendai Kitetsu, qui comme on l'apprend a une valeur d'1 million de berries, a été récupéré par Zoro lors du chapitre 97. Bon, depuis tout à l'heure, on parle des différentes catégories de sabres, mais il est important de ne pas oublier les différents types de sabres. On en trouve majoritairement 4, les katanas qui sont des épées japonaises à un seul tranchant. Ensuite, les kogatana qui sont tout simplement des katanas en modèle réduit. Par la suite, on trouve les daito qui sont en réalité plus une catégorie d'armes, daito signifiant longue épée. Pour en faire partie, une lame doit excéder 2 shaku, soit environ 60 cm. A titre d'exemple, les 3 sabres de Zoro sont des daito. Et pour finir, on trouve les nodashi qui sont des grandes épées qui se manient à 2 mains. Bon, en réalité, on trouve des tonnes d'autres sabres et d'autres armes, sans réelle classification. Et dans un souci de temps, vous vous doutez qu'on ne va pas tous les nommer. Dans le premier épisode, on avait parlé rapidement du siècle manquant, et il est donc temps d'approfondir un peu. Et pour cela, on va parler des armes antiques. Les armes antiques sont les 3 armes capables de détruire le monde, rien que ça. Leur nom faisant référence à un dieu et son pouvoir. On trouve donc Poséidon, Pluton et Uranus. Pour ce qui est de Poséidon, son pouvoir est de commander le roi des mers, ainsi que tous les monstres marins. Même s'il s'agit d'une arme, il faut savoir que Poséidon n'est en aucun cas un objet inanimé. Il s'agit en réalité d'une sirène, la dernière en date étant la princesse de l'île des hommes poissons, j'ai nommé Shirahoshi. Comme je le disais à l'instant, Poséidon peut contrôler le roi des mers, ce dernier étant capable de détruire des îles entières, cela fait de Poséidon une arme surpuissante. Pour Pluton, il s'agirait d'un immense navire de guerre capable de raser un continent à lui seul. Selon certaines rumeurs, il était caché au sein d'Alabasta, mais Nico Robin ne révéla jamais les informations qu'on trouvait sur le poneglyphe d'Alabasta. Cependant, on apprend plus tard que Franky fut en possession des plans de l'arme avant de la détruire pour empêcher Spandam de s'en emparer. Mais il se pourrait que le fait que Franky eût en sa possession les plans ne soit pas quelque chose d'anodin, puisque certaines théories viennent à penser qu'il se serait servi des plans de Pluton afin de créer le Sunny. Et enfin, il nous reste Uranus, et pour ces derniers, que dalle à part des centaines de théories. Mes amis, il est donc temps de passer à la dernière partie de cette vidéo, le Haki. Nommé également fluide, il s'agit d'une sorte d'aptitude assez mystérieuse que certains personnages peuvent utiliser. Le Haki utilise l'esprit pour anticiper les attaques ennemies, endurcir son corps afin de se défendre ou attaquer, mais il permet également de dominer la volonté d'autrui. On comprend donc qu'il existe 3 sortes de Haki. Le Haki de l'observation, le Haki de l'armement et enfin le Haki des rois. Pour le Haki de l'observation, il permet à ses utilisateurs de prédire les mouvements de leur adversaire ou encore de détecter leur présence. Il faut savoir que sur les îles célestes, le Haki de l'observation est connu sous le nom de mantra. Pour le Haki de l'armement, ce dernier crée une armure autour du corps et permet ainsi de pouvoir toucher les utilisateurs du fruit du démon, notamment les Logia. Il permet également de renforcer la puissance des armes comme les épées ou encore les flèches. Et enfin, le Haki des rois, il s'agit du Haki le plus rare, seule une personne sur 1 million peut s'en servir. Il permet de faire tomber dans l'inconscience toute personne à l'esprit faible. Bon, voilà les amis, on a fait majoritairement le tour sur l'armement dans One Piece, mais vous vous en doutez, il y a encore plein de choses à dire sur One Piece. Donc pour ça, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitiez un 3e épisode, à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à me dire également en commentaire si vous voudriez que j'explique le monde d'un autre manga, et si oui, lequel. Sur ce, c'était Aniki, et je vous dis à plus.